Le hurlement du vent tailladait l'air comme des lames de glace, mais Jean-Luc sentait à peine le froid. Des années d'amertume avaient depuis longtemps gelé quelque chose en lui, bien avant cette tempête. Ses yeux, autrefois aussi vibrants que le blé mûr de sa ferme, portaient désormais le poids gris des nuages qui déversèrent la neige sur les champs abandonnés. La dernière lettre de la banque, blottie dans sa poche, le brûlait encore. « Dernier avis », clamaient les mots estampillés en rouge sur l'enveloppe, comme s'il avait besoin d'un autre rappel de l'échec cuisant qu'était devenue sa vie. Jean-Luc resserra son manteau usé, ses pas lourds, laissant des empreintes profondes dans la neige qui s'accumulait. La clôture avait besoin de réparation, juste un élément de plus sur la liste sans fin des choses brisées sur sa propriété. Il aurait pu attendre que la tempête passe, mais la solitude de la maison vide l'étouffait plus que le vent glacial. C'est alors qu'il perçut un son, si déplacé dans ce paysage désolé qu'il crut d'abord à une hallucination. Le cri étouffé d'un enfant. « Au secours !» Une petite voix tremblante perça le vent. « Quelqu'un, s'il vous plaît !» Jean-Luc s'arrêta, son cœur battant contre sa volonté. Le cri retentit à nouveau, accompagné cette fois par la voix d'un second enfant. 2 enfants. « Camille, j'ai peur !»« Chut, Sophie, ça va aller. » En suivant les sons, Jean-Luc trouva les 2 fillettes blotties sous un pin, des jumelles identiques, pas plus de 5 ans. Leurs manteaux roses, bien que d'apparence coûteuse, étaient trempés de neige, leurs petits visages rougis par le froid, des larmes gelant sur leurs joues. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» marmonna Jean-Luc, sa voix rauque et inutilisée, effrayant les filles qui se serrèrent plus fort l'une contre l'autre. « S'il vous plaît, monsieur, » dit celle qui semblait être Camille, se positionnant de manière protectrice devant sa sœur. « On s'est perdu. » Jean-Luc passa une main rugueuse sur sa barbe, sentant le poids de la décision qu'il devait prendre. Quelque chose clochait dans cette histoire. 2 petites filles, bien habillées, seules au milieu de sa propriété pendant un blizzard. Mais les laisser là signifiait une mort certaine. « Venez avec moi, » dit-il finalement, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Ma maison n'est pas loin. » Les filles hésitèrent, des regards identiques de peur et d'espoir passant entre elles. « Vous préférez geler ici ?» demanda Jean-Luc avec impatience. Une partie de lui, celle qui se souciait encore, regretta son ton en voyant les filles tressaillir. Camille fut la première à se lever, tirant Sophie avec elle. « Merci, monsieur. » Le retour à la ferme fut silencieux, mis à part le claquement des dents des fillettes. Jean-Luc essaya de ne pas remarquer comment elles trébuchaient dans la neige profonde avec leurs bottes délicates, ni comment Sophie laissait échapper un sanglot discret de temps en temps. Quand ils arrivèrent enfin, la maison parut encore plus délabrée aux yeux de Jean-Luc. Les planches du porche craquèrent dessous leurs pieds, la peinture écaillée révélant du bois pourri en dessous. Il ne put déchiffrer l'expression des jumelles en entrant. Peur du lieu ou soulagement d'être à l'abri du froid. « Asseyez-vous près du feu », ordonna-t-il, indiquant la cheminée à moitié morte. Pendant que les filles obéissaient, Jean-Luc chercha les seules couvertures propres qu'il possédait encore. « Vous devez enlever ces vêtements mouillés », dit-il en tendant les couvertures. Les jumelles échangèrent à nouveau ce regard silencieux, comme si elles communiquaient sans mots. « Vous pouvez vous changer derrière le canapé. Je vais vous préparer quelque chose de chaud à boire. » Dans la cuisine, Jean-Luc trouva une vieille poudre de cacao au fond d'un placard. En chauffant le lait, qui par chance n'était pas encore tourné, il pouvait entendre les chuchotements des filles. « Il a l'air fâché, » murmura Sophie. « Mais il nous a aidés, » répondit Camille. Comme disait papa, les gens bien n'ont pas toujours l'air bien au premier abord. Jean-Luc sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine en entendant cela. Il y avait si longtemps que personne n'avait été dans sa cuisine, qu'il n'avait eu à se soucier de personne d'autre que lui-même. Les tasses tremblaient légèrement dans ses mains alors qu'il retournait au salon. Les filles étaient maintenant enveloppées dans les couvertures, leurs cheveux blonds encore humides de neige. Elles acceptèrent les tasses avec de timides merci, soufflant sur le chocolat chaud avec une prudence identique. Alors,
commença Jean-Luc, s'installant dans son fauteuil usé. « Vous voulez bien me dire comment vous avez atterri sur mes terres en plein blizzard ?» Camille se mordit la lèvre, regardant sa sœur avant de répondre. « On jouait aux exploratrices et on s'est perdu. »« Des exploratrices ?» répéta Jean-Luc, incrédule. « Par ce temps, seul ?»« Lisette !» commença Sophie, mais Camille lui donna un coup de coude. « Qui est Lisette ?» demanda Jean-Luc, remarquant l'échange. « Personne, » répondit Camille trop vite. « On s'est juste perdu, c'est tout. » Jean-Luc étudia leurs visages identiques. Quelque chose dans leur histoire semblait répéter, comme si elles avaient mémorisé ce qu'il fallait dire. Mais quelle raison 2 fillettes de 5 ans auraient-elles de mentir ainsi? Un éclair de mémoire le frappa. Sa propre fille, au même âge que les jumelles, inventant des histoires pour couvrir quelques bêtises. La douleur familière lui serra la poitrine, et Jean-Luc se leva brusquement, surprenant les filles. « Il est tard, » dit-il d'une voix rude. « Vous pouvez dormir dans la chambre d'amis ce soir. Demain matin, on réglera ça. »« Vous allez appeler la police ?» demanda Sophie, les yeux écarquillés de peur. Jean-Luc hésita. Il le devrait, bien sûr. C'était la chose à faire. Mais quelque chose dans l'expression des filles le fit répondre. « Pas ce soir. Pour l'instant, vous avez besoin de vous reposer. » La chambre d'amis était poussiéreuse et froide, mais meilleure que la forêt gelée. Jean-Luc trouva des draps propres au fond d'un placard et fit le lit pendant que les jumelles regardaient depuis le seuil, toujours enveloppées dans leur couverture. « Essayez de dormir, » dit-il, sa main planant, incertaine, au-dessus de l'interrupteur. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai dans le salon. »« Bonne nuit, monsieur » répondirent-elles à l'unisson, se blottissant déjà l'une contre l'autre dans le lit qui semblait trop grand pour leur petit corps. Jean-Luc ferma lentement la porte, ignorant la boule dans sa gorge à la vue de leurs 2 têtes blondes côte à côte sur l'oreiller, si semblables à... Non, il ne pouvait pas y penser maintenant. Dans le salon, Jean-Luc s'effondra dans son fauteuil, les yeux fixés sur les braises mourantes dans la cheminée. Le vent hurlait toujours dehors, mais la maison semblait différente maintenant, moins vide, moins morte. Il devrait s'inquiéter des mensonges évidents des filles, du mystère de leur apparition sur sa propriété. Il devrait planifier comment retrouver leurs parents, comment se débarrasser de cette responsabilité non désirée au plus vite. Mais tout ce à quoi il pouvait penser était le son doux de leur respiration venant de la chambre d'amis, le poids des tasses de chocolat chaud vides dans ses mains, la façon dont Sophie avait souri timidement en le remerciant pour la boisson. « Juste jusqu'à demain », se marmonna-t-il, essayant d'ignorer à quel point sa voix sonnait moins amère. Juste jusqu'à ce que la tempête passe. Mais alors qu'il s'endormait dans son fauteuil, la dernière chaleur s'échappant de la cheminée, Jean-Luc ne put s'empêcher de penser, de manière traîtresse, que pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas complètement seul. Dans la chambre d'amis, les jumelles chuchotaient sous les couvertures. « Tu crois qu'il va le dire à quelqu'un » demanda Sophie, sa voix petite dans l'obscurité. « Non » répondit Camille avec une certitude qui dépassait son âge. « Il a l'air triste, comme papa après le départ de maman. Les gens tristes comprennent les autres gens tristes. » Sophie se blottit plus près de sa sœur. « Il nous a fait du chocolat chaud. »« Oui » sourit Camille dans le noir. « Peut-être qu'il n'est pas si effrayant, après tout. » Les filles s'endormirent enfin, leurs doigts entrelacés sous la couverture, tandis qu'à l'extérieur, la neige continuait de tomber, recouvrant leurs traces dans la forêt, comme si elle n'avait jamais existé. Jean-Luc se réveilla en sursaut quelques heures plus tard, le cou endolori d'avoir dormi dans le fauteuil. Un instant, il fut désorienté. Quelque chose semblait différent dans le silence de la maison. Puis, il l'entendit. De petits pas dans le couloir, un chuchotement, un rire étouffé. Son premier instinct fut l'agacement. Qui osait troubler sa solitude? Mais alors les souvenirs de la veille revinrent, et avec eux cette étrange sensation dans sa poitrine, quelque part entre l'inconfort et quelque chose qu'il refusait de nommer. « Qu'est-ce que vous faites debout ?» demanda-t-il, sa voix rude de sommeil surprenant les jumelles qui jetaient un coup d'œil dans le salon,
« Pardon » dit Camille en entrant dans la pièce, Sophie s'accrochant à elle. « C'est juste qu'on se réveille toujours tôt. » Jean-Luc regarda l'horloge sur le mur. 5h30 du matin. Il faisait encore nuit dehors, mais la tempête était passée, laissant derrière elle un lourd silence de neige fraîchement tombée. « Vous avez faim » se surprit-il à demander, étonnant même lui-même. Les filles hochèrent vigoureusement la tête. Dans la cuisine, Jean-Luc trouva des œufs et du pain qui n'étaient pas encore moisis. Ce n'était pas grand-chose, mais les yeux des filles s'illuminèrent comme s'il leur avait offert un festin. « Vous vous réveillez toujours si tôt » demanda-t-il en préparant les œufs, essayant de garder un ton neutre. « Dans notre ancienne maison, oui, » dit Sophie, avant que Camille ne puisse l'arrêter, pour regarder le lever du soleil avec maman. Jean-Luc faillit laisser tomber la poêle. « Votre ancienne maison ?»« Sophie !» gronda Camille, lançant à sa sœur un regard qui semblait trop vieux pour son jeune visage. « Pardon ?» marmonna Sophie en baissant les yeux sur ses petites mains. Jean-Luc servit les œufs en silence, son esprit s'emballant. Ancienne maison, mère au passé. D'autres pièces d'un puzzle qu'il n'était pas sûr de vouloir résoudre. Les filles mangèrent avec un appétit qui fit se demander à Jean-Luc quand elles avaient eu un vrai repas pour la dernière fois. Il les regarda couper le pain en morceaux égaux, partageant sans avoir besoin de mots, comme si c'était un rituel familier. « Vous vivez seul ici ?» demanda Camille après un moment, ses yeux curieux balayant la cuisine en désordre. « Oui », répondit sèchement Jean-Luc, espérant que son ton découragerait d'autres questions. Mais Sophie, apparemment plus courageuse après le petit déjeuner, persista. « Ce n'est pas triste ?» La question frappa Jean-Luc comme un coup de poing à l'estomac. Un instant, il vit sa cuisine comme les filles devaient la voir, des assiettes sales empilées dans l'évier, des murs tachés d'humidité, des placards vides, une solitude tangible dans les coins sombres. Parfois, admit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Mais on s'y habitue. Personne ne devrait s'habituer à être seul, dit Camille avec cette étrange sagesse qui émergeait parfois dans sa voix d'enfant. Jean-Luc se leva brusquement, emportant les assiettes à l'évier. « Vous devez me dire où vous habitez. Vos parents doivent être inquiets. » Le silence qui suivit sa question fut lourd. Quand il se retourna, il trouva les jumelles échangeant à nouveau ce regard silencieux. « Nous ?» commença Camille, mais fut interrompu par un son qui les fit tous sursauter. Des moteurs de voiture approchant. Jean-Luc courut à la fenêtre de la cuisine. 3 SUV noirs traversaient sa propriété, leurs phares déchirant la pénombre matinale. « C'est eux !» entendit-il Sophie murmurer, la terreur dans sa petite voix. « Qui ?» Jean-Luc se tourna vers les filles, mais elles avaient déjà fui la cuisine. Il les trouva blotties dans le placard de la chambre d'amis, s'accrochant l'une à l'autre. « S'il vous plaît, » supplia Camille, des larmes aux yeux, « ne les laissez pas nous emmener. » Jean-Luc sentit son monde tourner. Dans quel pétrin s'était-il fourré avec ses filles? Qui étaient les gens dans ces voitures? La police? Des ravisseurs? Le son des portières claquant leur parvint, suivi de voix d'hommes appelant des noms. Camille, Sophie. Les filles se pressèrent plus loin dans le placard, et Jean-Luc sentit quelque chose se réveiller en lui, un instinct qu'il croyait mort avec sa famille, un désir de protéger. « Restez ici », murmura-t-il en fermant les portes du placard. « Ne faites pas de bruit. » Des pas lourds étaient maintenant sur le porche. Jean-Luc prit une profonde inspiration, essayant d'ignorer comment son cœur martelait ses côtes. Il était sur le point de découvrir dans quel genre d'histoire il était tombé, et étonnamment, il se rendit compte qu'il se souciait peu des conséquences, tant qu'il pouvait protéger ses 2 filles, qui, en moins de 24 heures, avaient commencé à faire fondre la glace autour de son cœur. Les hommes martelaient déjà sa porte. Jean-Luc jeta un dernier regard au placard où se cachèrent les jumelles, avant de se diriger vers l'entrée. Sa main hésita un instant sur la poignée, se rappelant la peur dans les yeux des filles. Quel que soit le mystère qui se cachait derrière cela, il savait que sa vie ne serait plus jamais la même après avoir ouvert cette porte. Le hurlement du vent avait cessé, mais une nouvelle tempête était sur le point de commencer. Jean-Luc tourna la poignée, faisant face à tout ce que le destin lui réservait de l'autre côté.
Les jumelles, dans leur cachette, se serraient la main, leur cœur battant d'un mélange anxieux d'espoir et de peur. La porte s'ouvrit sur l'aube glaciale, et avec elle, une nouvelle histoire commença à s'écrire dans la vieille ferme de Jean-Luc, une histoire de secret, de rédemption et du pouvoir inattendu des enfants à guérir les cœurs brisés. Antoine Moreau ajusta sa cravate en soie dans le miroir de son ascenseur privé, son reflet lui renvoyant le même regard froid qui intimidait les cadres et enchantait les actionnaires. La montre en platine à son poignet indiquait 19h45. Une autre journée productive au bureau de Moreau Industries. Son téléphone vibra dans sa poche. Normalement, il ignorerait les appels à cette heure, mais le nom sur l'écran le fit froncer les sourcils. Lisette, la nounou des jumelles. Monsieur Moreau, la voix de Lisette tremblait. Les filles. Soyez directe, Lisette. Vous savez que je n'ai pas de temps pour les drames. Elles ont disparu. L'ascenseur s'arrêta au penthouse, mais Antoine ne bougea pas. Que voulez-vous dire par disparu? Je suis seulement allé aux toilettes quelques minutes. Quand je suis revenu, la porte arrière était ouverte, et... Lisette se mit à sangloter. Antoine sentit une vague d'agacement. Arrêtez de pleurer et dites-moi exactement ce qui s'est passé. Tandis que Lisette décrivait la situation entre deux sanglots, Antoine fixait la ville à travers les fenêtres de l'ascenseur. En bas, des milliers de lumières scintillaient dans la nuit, chacune représentant une vie qu'il pouvait acheter ou ruiner d'une seule signature. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, Antoine Moreau se sentait impuissant. « Avez-vous appelé la police ?» demanda-t-il, sa voix contrôlée masquant le tumulte dans sa poitrine. « Oui, monsieur, ils sont en route. Ne bougez pas, j'arrive. » Antoine mit fin à l'appel et sortit enfin de l'ascenseur. Son penthouse, des milliers de mètres carrés de luxe minimaliste, n'avait jamais semblé si vide. Sur le mur du salon, une seule photographie rompait la monotonie du design contemporain. Les jumelles à leur 5e anniversaire, 3 mois auparavant. Camille et Sophie souriaient à l'appareil, vêtues de tenues de fête assorties. Antoine y avait à peine été ce jour-là, une vidéoconférence importante avec des investisseurs chinois. « Merde !» marmonna-t-il, attrapant ses clés de Porsche en se dirigeant vers l'ascenseur. Il passa devant la chambre des filles, un espace parfaitement décoré qu'il visitait rarement. 20 minutes plus tard, Antoine se gara devant son manoir en banlieue. 3 voitures de police occupaient déjà l'allée, leurs gyrophares rouges et bleus colorant la nuit. Lisette attendait à la porte, le visage taché de larmes. « Monsieur Moreau, je suis tellement désolé. » Antoine l'ignora, entrant directement dans le salon où les officiers étaient rassemblés. « Monsieur Moreau, un inspecteur s'approcha. « Je suis l'inspecteur Gauthier. Nous devons vous poser quelques questions. Je n'ai pas le temps pour ça. Je veux qu'une équipe de recherche soit mobilisée immédiatement. Monsieur, je comprends votre inquiétude, mais nous devons établir... » « Non, vous ne comprenez pas, » le coupa Antoine. « Savez-vous qui je suis, ce que je peux faire? Je veux des hélicoptères, des chiens de recherche, tous les officiers disponibles à la recherche de mes filles. » L'inspecteur hésita, clairement mal à l'aise. « Monsieur Moreau, nous suivrons les procédures standards. » Antoine sortit son téléphone. « Très bien. Je vais appeler le préfet alors. Je suis sûr qu'il aura une opinion différente sur les procédures standards. » 15 minutes plus tard, des sirènes percèrent la nuit alors que plusieurs patrouilles se déployaient dans différentes directions depuis le manoir. Dans le ciel, 2 hélicoptères survolèrent déjà la zone avec de puissants projecteurs. Antoine regardait tout depuis la fenêtre de son bureau, un verre de whisky intact à la main. La dernière fois qu'il avait eu si peur, c'était... Non, il ne pouvait pas penser à elle maintenant. « Monsieur Moreau ?» Lisette frappa timidement à la porte. « La police veut savoir si vous souhaitez vous joindre aux recherches. » Antoine prit une gorgée de whisky, laissant le liquide lui brûler la gorge. « Pourquoi faire? J'ai des gens payés pour ça. » Lisette hésita. « Mais, monsieur, ce sont vos filles. »« Exactement. Et plus vite elles seront retrouvées, plus vite je pourrai retourner aux affaires. » Sa voix sonnait froide, même à ses propres oreilles. «
Quand Lisette partit, Antoine laissa son masque d'indifférence glisser un instant. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant le tiroir de son bureau, révélant une vieille photo. Une version plus jeune et plus heureuse de lui-même, avec une femme aux cheveux blonds tenant 2 nouveau-nés. « Tu saurais quoi faire, Claire » murmura-t-il à la photo. « Tu as toujours su. » Le téléphone sonna, interrompant son moment de vulnérabilité. C'était son assistant, lui rappelant la réunion du conseil d'administration tôt le lendemain. « Annulez tout » ordonna Antoine, se surprenant lui-même. « Et préparez mon jet privé. Je veux être prêt à décoller à tout moment si cela devient nécessaire. » Raccrochant, Antoine retourna à la fenêtre. Les hélicoptères sillonnaient toujours le ciel nocturne, leurs faisceaux lumineux dansant sur la forêt entourant la propriété. Quelque part là-dehors, ses filles, les seules personnes qui pouvaient encore percer son armure, étaient perdues. Et pour la première fois dans sa vie implacable de succès, Antoine Moreau se sentait complètement impuissant. En bas, les inspecteurs interrogeaient Lisette sur les routines des filles, leurs amis, tout ce qui pourrait offrir une piste. Ont-elles mentionné quelque chose de différent dernièrement? Un changement de comportement? Lisette se tordit les mains dans son tablier. Elle parlait beaucoup de leur mère. L'inspecteur Gauthier leva les yeux de son carnet. Leur mère? Oui, Madame Moreau. Elle est partie il y a 2 ans. Les filles étaient très jeunes, mais dernièrement, elles posaient beaucoup de questions. Gauthier prit quelques notes. Et comment M. Moreau gère-t-il cela? Lisette hésita, jetant un regard nerveux vers les escaliers menant au bureau d'Antoine. Il ne le gère pas. Il change de sujet, travaille encore plus tard. Les filles ont appris à ne pas mentionner leur mère devant lui. L'inspecteur hocha la tête, ajoutant quelques lignes à ses notes. Un profil se formait dans son esprit. Un père absent, des enfants en manque, une mère absente qui commençait à susciter leur curiosité. À l'étage, Antoine continuait sa veillée silencieuse près de la fenêtre. Le whisky dans son verre avait tiédi, oublié. Ses yeux scrutaient l'obscurité extérieure, cherchant le moindre signe de mouvement. Les heures s'éternisèrent. Des rapports arrivaient périodiquement. Aucun signe des filles dans la zone nord, rien au parc, aucune piste au centre commercial. À minuit, l'inspecteur Gauthier monta les escaliers pour livrer un autre bilan négatif. « Monsieur Moreau, commença-t-il prudemment, peut-être que si vous pouviez nous donner plus d'informations sur Madame Moreau. » Non. Le mot coupa l'air comme un couteau. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, s'il y a une possibilité que les filles aient essayé de... » Antoine se tourna, les yeux brillants. « Claire est morte, fin de la discussion. » Gauthier recula d'un pas, surpris par l'intensité de la réaction. « Je suis désolé, monsieur, je ne savais pas. Maintenant, vous savez. Autre chose ? » ?»« Non, monsieur. Nous continuerons les recherches. » Quand l'inspecteur partit, Antoine desserra sa cravate, se sentant suffoqué. La mention de Claire avait toujours cet effet sur lui. Il était plus facile de se cacher derrière les contrats et les acquisitions, plus sûr de construire des empires que de faire face à la douleur. Mais maintenant, seul dans son bureau, alors que ses filles étaient perdues dans la nuit, Antoine Moreau commença à remettre en question tous ses choix. Le son de son téléphone le tira de ses pensées. C'était un numéro inconnu. Moreau? Monsieur Moreau? Une voix masculine, rauque et fatiguée. À propos de la recherche de vos filles? Antoine serra le téléphone plus fort. Avez-vous trouvé quelque chose? Pas exactement, monsieur, mais nous avons trouvé de petites empreintes près de la partie nord de la forêt, près de quelques fermes abandonnées. Antoine ferma les yeux un instant. Une autre piste vague, une autre direction incertaine. « Continuez à chercher » ordonna-t-il, sa voix froide malgré le tremblement dans ses mains. « Déployez plus d'équipes dans cette zone. Je veux que chaque centimètre de cette forêt soit peigné avant le lever du soleil. » Mettant fin à l'appel, Antoine reporta son regard sur l'obscurité au-delà de la fenêtre. Quelque part là-dehors, ses filles, les seules qui pouvaient encore percer son armure, étaient perdues. Et pour la première fois de sa vie, Antoine Moreau se sentait totalement impuissant. Ses yeux tombèrent à nouveau sur la photo dans son tiroir. Claire,
les bébés, sa dernière vraie famille. Puis il claqua le tiroir, se leva et rajusta sa cravate. « Gauthier » appela-t-il, son ton autoritaire revenant. « Rassemblez une équipe. Je vais personnellement dans la zone nord. » L'inspecteur parut surpris. « Êtes-vous sûr, monsieur ? Nous pouvons continuer à coordonner d'ici. » « Plus de coordination à distance, » le coupa Antoine. « Mes filles sont là dehors. » L'aube approchait, peignant le ciel de tons roses. Quelque part entre les ombres qui reculaient, deux petites filles attendaient d'être retrouvées, et un père commençait enfin à réaliser qu'aucune somme d'argent au monde ne pouvait remplacer le temps perdu avec ceux qu'on aime. L'aube apporta un silence différent à la vieille ferme. Jean-Luc se réveilla au son de rires enfantins venant de la cuisine, un son si étrange dans sa maison solitaire que l'espace d'un instant, il crut rêver. « Camille, tu ne peux pas utiliser autant de farine. Mais je veux faire de grandes crêpes, Sophie. » Jean-Luc trouva sa cuisine dans un état de chaos organisé. La farine recouvrait le comptoir comme de la neige, et les jumelles, toujours en pyjama, tentaient de faire ce qui ressemblait à des crêpes. « Qu'est-ce que vous croyez faire toutes les deux ?» Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Les filles se figèrent, une culpabilité identique sur leurs visages enfarinés. « On voulait vous faire le petit déjeuner, » expliqua Camille, serrant une cuillère en bois comme un sceptre. « Pour vous dire merci ?»« Oui, renchérit Sophie. Papa dit toujours que les dettes doivent être remboursées. » Jean-Luc sentit un pincement au cœur. « Votre père dit ça, hein ?»« Oui, » acquiesça vigoureusement Camille. « Il dit que les affaires sont les affaires, et il fait beaucoup d'affaires. Vraiment beaucoup, » ajouta Sophie. Jean-Luc commença à nettoyer le désordre, observant comment les filles travaillaient en parfaite synchronisation pour l'aider. « Quel genre d'affaires ?»« Toutes sortes, » répondit vaguement Camille. « Il a un immense bureau, très haut, d'où l'on peut voir toute la ville. » Jean-Luc fronça les sourcils. Un riche homme d'affaires avec un bureau dans un gratte-ciel. Pourquoi ces filles fuiraient-elles une vie de luxe ? « Le petit déjeuner est presque prêt, » annonça fièrement Sophie, présentant une crêpe difforme mais dorée. Jean-Luc ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire. Pas mal pour un premier essai. Les yeux des filles brillèrent au compliment. C'était surprenant de voir à quel point de petits actes d'approbation les faisaient s'épanouir. Après le petit déjeuner, les jumelles insistèrent pour explorer la ferme. Jean-Luc suivit à contre-cœur, voyant sa propriété en décomposition à travers leurs yeux. Chaque découverte était une aventure, chaque coin abandonné un nouveau mystère. « Regarde, Camille, une balançoire !» La vieille balançoire en pneu pendait toujours aux chaînes dans la cour, sa corde usée par le temps. Jean-Luc sentit son cœur faire un bond. Anne-Lise avait adoré cette balançoire. « Mieux vaut pas !» commença-t-il, mais Camille aidait déjà Sophie à monter dessus. « Plus haut !» cria Sophie de joie alors que sa sœur la poussait. Jean-Luc regardait, tendu, prêt à intervenir au moindre signe de danger, mais le rire des filles était contagieux, résonnant dans la cour comme une musique. « À votre tour, monsieur Jean-Luc » appela Camille. « Non, je... »« S'il vous plaît » supplièrent-elles toutes les deux à l'unisson. Jean-Luc se retrouva à céder, poussant doucement la balançoire pendant que les jumelles se relayaient. Le son de leur rire semblait chasser les ombres qui hantaient depuis longtemps l'endroit. La matinée passa à toute vitesse. Les filles découvrirent le vieux poulailler, maintenant vide. « On pourrait avoir de vrais poulets ici, » suggéra Camille, les yeux brillants. « Et un jardin, là » montra Sophie en direction d'un parterre de fleurs abandonnées, avec des fleurs colorées. Jean-Luc les regardait faire des plans, le cœur partagé entre la peur de s'attacher et la joie involontaire que leur présence lui procurait. Après un déjeuner de sandwich improvisé, avec les derniers ingrédients du réfrigérateur, les jumelles insistèrent pour aider aux corvées. « Papa dit que tout doit être organisé », déclara Camille, en pliant soigneusement une vieille couverture. « Oui, il n'aime pas le désordre », approuva Sophie, bien que son organisation consistât principalement à fourrer des choses sous le canapé. « Votre père a l'air intéressant », commenta Jean-Luc, essayant de sonder pour plus d'informations.
Les jumelles échangèrent ce regard familier avant que Camille ne réponde. « Il est très occupé, toujours dans des réunions importantes. Plus importantes que vous ?» Jean-Luc ne put s'empêcher de demander. Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. L'après-midi, alors que les filles dessinaient avec des crayons et du papier trouvés dans un tiroir, Jean-Luc se surprit à remarquer à quel point elles étaient différentes, malgré leur ressemblance. Camille était la protectrice, prenant toujours soin de sa sœur. Sophie était plus une rêveuse, perdue dans son propre monde d'histoire et de fantaisie. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-il à Sophie. « Notre famille » répondit-elle simplement. « Regardez, ça, c'est vous. » Jean-Luc sentit son cœur se serrer en voyant le dessin enfantin. Lui, les jumelles et une silhouette ailée. « Et qui est-ce » ? « C'est notre maman, dit doucement Camille. Sophie la dessine toujours comme un ange maintenant. » Jean-Luc déglutit difficilement. « Et où est votre mère ?»« Au ciel, » répondit Sophie, toujours en train de dessiner. « Papa n'aime pas parler d'elle, mais elle nous manque. C'est pour ça que vous vous êtes enfui ?» laissa échapper Camille, couvrant immédiatement sa bouche. Jean-Luc s'assit lourdement dans son fauteuil. « Vous vous êtes enfui de chez vous ?» Les jumelles se recroquevillèrent un peu. « On ne voulait pas, » expliqua Camille, « mais papa n'est jamais là, et Lisette est méchante. »« Et qui est Lisette ?»« Notre nounou, » répondit Sophie. « Elle ne nous laisse pas parler de maman. » Jean-Luc ferma les yeux un instant, ses propres souvenirs de perte faisant écho aux paroles des filles. Quand il les rouvrit, il trouva deux paires d'yeux identiques qui le regardaient avec inquiétude. « Vous avez perdu quelqu'un aussi ?» demanda doucement Camille. Jean-Luc hocha la tête, se surprenant de son honnêteté. « Ma femme et ma fille, dans un accident. » Sophie se leva et, avant que Jean-Luc ne puisse réagir, le serra dans ses bras. Camille la rejoignit rapidement. « Vous n'êtes plus seul maintenant, » déclara Sophie avec la simple innocence d'un enfant. Jean-Luc sentit des larmes qu'il avait refusé de verser pendant des années commencer à se former. L'étreinte des filles était comme un baume sur des blessures qu'il pensait ne jamais guérir. Le reste de l'après-midi se passa dans un tourbillon d'activités. Les jumelles insistèrent pour rénover la maison, ce qui signifiait principalement déplacer des meubles et créer des œuvres d'art à partir d'objets trouvés. À sa propre surprise, Jean-Luc se retrouva à participer. Il aida à nettoyer des fenêtres poussiéreuses, répara une chaise cassée et sortit même de vieux outils de jardinage de la grange. « Demain, on pourra commencer le jardin », planifia Sophie avec enthousiasme pendant le dîner, une soupe de légumes que Jean-Luc avait improvisée avec ce qui restait dans le garde-manger. « Et réparer le poulailler », ajouta Camille. « Et peindre la clôture. » Jean-Luc savait qu'il devrait les arrêter, leur expliquer qu'elles ne resteraient pas longtemps, que ce n'était pas une situation permanente. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Après le dîner, alors que les filles se préparaient pour le lit, Jean-Luc entendit des sirènes au loin. Son cœur s'emballa. La police cherchait-elle des enfants disparus? Monsieur Jean-Luc? La voix de Sophie le ramena à la réalité. « Pourriez-vous nous raconter une histoire? »« Je n'en connais pas beaucoup. »« Alors, racontez-nous l'histoire de votre fille, » suggéra Camille, déjà installée dans le lit à côté de sa sœur. Jean-Luc hésita. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas parlé d'Anne-Lise. Elle adorait cette balançoire, commença-t-il, la voix rauque. Elle y passait des heures, demandant à aller toujours plus haut. Les jumelles écoutèrent attentivement alors que Jean-Luc, pour la première fois depuis des années, partageait des souvenirs de sa famille. C'était comme si chaque mot soulevait un peu du poids sur son cœur. Quand les filles s'endormirent enfin, Jean-Luc resta là un long moment, observant leur respiration paisible. En une seule journée, elles avaient apporté plus de vie dans sa maison qu'il ne l'aurait cru possible. Les sirènes continuaient de gémir au loin. Jean-Luc savait qu'il devait faire la bonne chose, appeler la police, rendre les filles à leur famille. Mais la pensée de sa maison retournant à son silence d'antan était presque insupportable. Dans la pièce qui n'avait autrefois abrité que les fantômes de son passé,
Il y avait maintenant de l'espoir. Les jumelles dormaient paisiblement, inconscientes du tourbillon d'émotions qu'elles avaient réveillé dans le cœur blessé de Jean-Luc. Sophie serrait toujours son dessein, la famille de fortune qu'ils avaient formée en une seule journée. Jean-Luc le ramassa doucement, étudiant les lignes enfantines. Il y était, dessiné avec un sourire qu'il n'avait pas porté depuis longtemps, les jumelles main dans la main, et cette silhouette ailée, pas seulement leur mère, réalisa-t-il, mais toutes les mères, tous les amours perdus, veillant toujours sur leurs enfants. Le son d'un moteur passant sur la route le rendit tendu. Bientôt, la police étendrait ses recherches aux zones plus reculées. Bientôt, il devrait faire face à la réalité. Mais pour l'instant, dans ce moment suspendu entre le jour qui s'estompait et l'aube qui apporterait de nouvelles décisions, Jean-Luc s'autorisa à ressentir quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. L'espoir. Les jumelles s'agitèrent dans leur sommeil, cherchant instinctivement la chaleur de l'autre. Jean-Luc ajusta la couverture sur elle, son geste doux trahissant l'affection grandissante qu'il essayait de nier. « Bonne nuit, mes petites » murmura-t-il, la voix lourde d'émotion. En quittant la pièce, Jean-Luc s'arrêta pour regarder une dernière fois les filles endormies. En une seule journée, elles avaient commencé à faire fondre la glace dans son cœur, ramenant de la couleur à un monde qui n'existait depuis longtemps qu'en nuances de gris. Demain apporterait ses propres défis, mais pour l'instant, Jean-Luc s'autorisait à rêver de jardins fleuris, de poules dans la cour et du son des rires d'enfants résonnant dans les couloirs de sa maison, autrefois silencieuse. Les sirènes continuaient au loin, un rappel constant que ce rêve, comme tous les autres, devrait prendre fin. Pourtant, pour la première fois depuis des années, Jean-Luc n'était plus sûr de vouloir se réveiller. C'était le 5e jour des jumelles à la ferme. Jean-Luc observait depuis la fenêtre de la cuisine comment elles jouaient dans la cour fraîchement rangée, leur rire résonnant à travers une propriété qui, pour la première fois depuis des années, commençait à ressembler à un foyer. Sophie se balançait joyeusement sur la balançoire en pneus réparés, tandis que Camille arrosait les graines qu'elles avaient plantées la veille. Jean-Luc s'autorisa un petit sourire. Les filles avaient insisté pour créer un jardin magique, comme elles l'appelaient. La vieille radio dans la cuisine grésillait avec les nouvelles locales. Plus par habitude que par réel intérêt, Jean-Luc écoutait à peine en préparant le déjeuner avec des provisions qu'il avait achetées en ville, son premier voyage au marché depuis des semaines. La recherche s'intensifie pour les jumelles Moreau. Le nom attira son attention. Jean-Luc monta le volume. Camille et Sophie Moreau, filles du milliardaire Antoine Moreau, PDG de Moreau Industries, sont portées disparues depuis 5 jours. La récompense offerte par la famille a déjà dépassé. L'assiette que Jean-Luc tenait s'écrasa sur le sol. Moreau, le nom qui avait hanté ses cauchemars pendant des années. L'homme qui avait détruit tout ce qu'il aimait. Comme en transe, Jean-Luc se dirigea vers le salon, allumant le petit téléviseur. Le visage d'Antoine Moreau remplit l'écran, le même visage qu'il avait vu dans d'innombrables réunions d'actionnaires, le même regard froid qui avait condamné des dizaines de petits agriculteurs à la ruine. Et à côté de la photo du milliardaire, 2 visages familiers souriaient dans des uniformes scolaires coûteux, Camille et Sophie. « Non !» marmonna Jean-Luc, trébuchant vers son fauteuil. Le souvenir le frappa comme un coup de poing. Il y a 5 ans, Monsieur Dubois, soyez raisonnable, l'avocat de Moreau Industries ajusta ses lunettes coûteuses. Notre offre est plus que généreuse. Jean-Luc regarda les papiers sur la table de sa cuisine, la même cuisine où les filles de son ennemi juré prenaient maintenant leur petit déjeuner chaque matin. « Cette ferme est dans ma famille depuis 3 générations, répondit-il, la voix tremblante de colère contenue. « Elle n'est pas à vendre, alors nous devrons être moins amicaux, sourit l'avocat sans humour. Vous devez comprendre que le progrès est inévitable. Moreau Industries révolutionne l'agro-industrie dans cette région. Les petits producteurs comme vous, eh bien, soit vous vous adaptez, soit on se fait écraser, termina amèrement Jean-Luc. L'avocat haussa les épaules. Les affaires sont les affaires, monsieur Dubois. Les affaires sont les affaires.
les mêmes mots que les jumelles avaient répétés, faisant écho à leur père. Dans les mois qui suivirent, Jean-Luc regarda, impuissant, Moreau Industries se refermer sur sa propriété. Les prix des fournitures grimpèrent mystérieusement, les acheteurs réguliers commencèrent à annuler leurs contrats. Soudain, la banque mit en doute sa capacité de paiement. « Tu ne peux pas te battre contre eux, Jean-Luc », l'avait prévenu son voisin Thomas, chargeant le dernier de ses biens dans une vieille camionnette. Moreau est comme un rouleau compresseur, rien ne reste debout sur son passage. Mais Jean-Luc s'était battu. Il avait tout hypothéqué, travaillé 2 fois plus dur, tenté de se réinventer. Et puis, l'accident. Annelise n'avait que 5 ans, le même âge que les jumelles maintenant. C'était un dimanche ensoleillé, et elle avait supplié d'aller en ville avec Marie pour acheter des graines pour son propre jardin. Jean-Luc ne sut jamais si le camion de Moreau Industries avait vraiment perdu ses freins, ou si... Non, il ne pouvait pas y penser. Mais la coïncidence était trop cruelle. Le lendemain de la tragédie, la pression pour vendre sa terre cessa mystérieusement. « Papa ?» La voix de Sophie le ramena au présent. Les jumelles se tenaient à l'entrée du salon, le regardant avec inquiétude. « Vous pleurez ?» observa doucement Camille. Jean-Luc toucha son visage, surpris d'y trouver des larmes. À la télévision, Antoine Moreau continuait son appel dramatique pour le retour de ses filles. « S'il vous plaît ?» La voix du milliardaire tremblait. « Celui qui est avec mes filles. Elles sont tout ce qu'il me reste. » « Menteur !» marmonna Jean-Luc, éteignant la télévision avec force. Les jumelles tressaillirent à son ton. « Monsieur Jean-Luc » demanda timidement Sophie. « On a fait quelque chose de mal ?» Le cœur de Jean-Luc se brisa à la peur dans leurs yeux. Non, elles n'avaient aucune faute. Elles n'étaient que des enfants innocentes, comme Annelise l'avait été. Mais elles étaient ses filles. Le sang de l'homme qui avait détruit la vie de Jean-Luc coulait dans leurs veines. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ?» demanda-t-il, la voix rude. Les filles échangèrent des regards nerveux. « Vous dire quoi ? À propos de votre père ? À propos de qui vous êtes vraiment ?» Camille s'avança, protectrice comme toujours. « Vous avez l'air différent ? Vous allez nous renvoyer ?» demanda Sophie, des larmes brillant déjà dans ses yeux. Jean-Luc se leva brusquement, ayant besoin de distance. Ses mains tremblaient. La vengeance. Le mot résonnait dans son esprit comme un mantra tentant. Antoine Moreau était enfin vulnérable. À travers ses précieuses filles, Jean-Luc pouvait lui faire ressentir une fraction de la douleur qu'il avait subie. « Monsieur Jean-Luc » appela Camille, sa petite voix tremblante, « s'il vous plaît, ne soyez pas fâché contre nous. »« Oui, on promet d'être meilleur » plaida désespérément Sophie. Jean-Luc ferma les yeux fermement, d'autres souvenirs l'assaillant. Il y a 4 ans, la ferme dans ses jours dorés, des champs de blé ondulant au vent, Marie dans son jardin, Annelise courant parmi les fleurs, la grange fraîchement peinte, l'espoir dans l'air. Il y a 3 ans, l'arrivée des premiers tracteurs de Moreau Industries, des machines énormes avalant les petites propriétés, le son des clôtures arrachées, des rêves détruits. Il y a 2 ans, des nuits blanches avec les livres de comptes, des dettes croissantes, Marie pleurant silencieusement dans la cuisine, Annelise demandant pourquoi il ne pouvait plus avoir de glace le dimanche. Il y a 1 an, les funérailles, 2 cercueils, un grand, un beaucoup trop petit, la pluie se mêlant aux larmes. Et au loin, le logo de Moreau Industries sur le camion accidenté, comme une marque de mépris sur son deuil. On peut partir, la voix de Camille le ramena au présent, si vous voulez qu'on parte. Jean-Luc ouvrit les yeux. Les jumelles étaient blotties l'une contre l'autre, des larmes coulant silencieusement sur leurs visages identiques. Sophie serrait son dessin de famille, celui avec Jean-Luc et l'ange. « Mais on ne veut pas, » sanglota Sophie. « On veut rester avec vous. »« Vous nous rappelez, maman, » expliqua doucement Camille. Elle aimait les jardins aussi et racontait des histoires. Et elle était triste aussi, parfois, termina Sophie. Mais pas comme papa. Lui, il est juste en colère. Jean-Luc sentit son cœur se tordre. Combien de couches de douleur étaient tissées dans cette histoire? Combien de souffrances étaient transmises des parents aux enfants dans un cycle sans fin?
Maman disait qu'on devait être gentil, continua Camille, même si les gens ne sont pas gentils avec nous. Parce que parfois, renifla Sophie, les gens sont méchants parce qu'ils sont blessés. La sagesse innocente des enfants le frappa comme un éclair. Jean-Luc chancela jusqu'à son fauteuil, sentant le poids de ses choix. Il pouvait utiliser ses filles pour se venger. Il pouvait faire souffrir Antoine Moreau comme il avait souffert. Mais quel genre d'homme cela ferait-il de lui? Quel genre d'homme Anne-Lise aurait-elle voulu qu'il soit? « Venez ici » appela-t-il, la voix épaisse. Les jumelles hésitèrent un instant avant de courir dans ses bras. Jean-Luc les serra fort, sentant leurs larmes tremper sa chemise. « Je suis désolé de vous avoir fait peur, » murmura-t-il. « Vous nous aimez toujours ?» demanda Sophie d'une petite voix. « Même si on est ses filles ?» ajouta Camille. Jean-Luc ferma les yeux, sentant le poids de la décision qu'il devait prendre. Sur la télévision en sourdine, l'image d'Antoine Moreau scintillait encore occasionnellement, l'homme qui avait détruit la vie de Jean-Luc, suppliant maintenant pour le retour de ses filles. Les mêmes filles qui, sans le savoir, reconstruisaient lentement le cœur brisé de Jean-Luc. « Oui, » répondit-il enfin, « je vous aime toujours. » C'était vrai, réalisa-t-il avec surprise. Malgré tout, malgré le nom qu'elle portait, il s'était attaché à ces petites âmes perdues. La question maintenant était de savoir quoi faire de cet amour inattendu. Les sirènes de la police semblaient plus proches maintenant. À un moment donné, ils étendraient dans les recherches à sa propriété. À un moment donné, il devrait choisir la vengeance ou la rédemption. Les jumelles se blottirent plus profondément dans ses bras, lui faisant confiance malgré tout. Jean-Luc regarda par la fenêtre le jardin qu'ils avaient commencé ensemble, des graines d'espoir plantées dans un sol longtemps laissé en jachère. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons dorés. Quelque part, Antoine Moreau mobilisait toute sa fortune et son influence pour retrouver ses filles. Et ici, dans une vieille ferme délabrée du département, Jean-Luc Dubois tenait ces mêmes filles dans ses bras, luttant contre le désir de vengeance qui menaçait de consumer son cœur fraîchement dégelé. Demain, il devrait décider. Mais pour l'instant, il s'autorisait ce moment de paix, écoutant la respiration des filles se calmer progressivement alors que le jour mourait à l'extérieur. La radio grésillait encore doucement dans la cuisine, annonçant des récompenses astronomiques et des bulletins de police. Mais Jean-Luc l'entendait à peine. Dans son esprit, d'autres voix résonnaient. Anne-Lise riant sur sa balançoire, Marie fredonnant dans le jardin, Camille et Sophie ramenant la vie dans sa maison vide. Et quelque part, au-delà de toute la haine et de la douleur, une voix plus douce murmurait que peut-être, juste peut-être, il y avait un autre chemin que la vengeance. La nuit tomba lourdement sur la ferme, apportant avec elle le poids des décisions qui ne pouvaient plus être reportées. Jean-Luc resta dans son fauteuil, longtemps après que les jumelles se furent endormies, les sirènes lointaines se mêlant aux voix de son passé. La photo d'Anne-Lise lui souriait toujours depuis le mur, son visage à jamais figé à 5 ans, le même âge que Camille et Sophie maintenant. À côté d'elle, Marie tenait un bouquet de marguerites de son jardin, ce sourire qui faisait toujours fondre le cœur de Jean-Luc. « Qu'est-ce que tu ferais » murmura-t-il aux photographies. Comment choisir entre la justice et la vengeance? Le silence de la maison fut sa seule réponse. À l'étage, il pouvait entendre les doux ronflements des jumelles qui avaient refusé de dormir jusqu'à ce qu'ils promettent qu'ils seraient encore là le matin. « Vous n'allez pas disparaître, n'est-ce pas ?» avait demandé Sophie, les yeux écarquillés de peur. « Comme maman. »« Tout le monde disparaît toujours, » avait ajouté Camille, essayant de paraître courageuse, malgré le tremblement dans sa voix. Jean-Luc se leva de son fauteuil, ses pas lourds le portant à la cuisine. Le clair de lune filtrait par la fenêtre, illuminant le dessin que Sophie avait fait plus tôt, maintenant collé au réfrigérateur avec un vieil aimant. La famille de fortune qu'ils avaient construite en ces quelques jours, lui, les jumelles, et l'ange veillant sur eux tous. Il serait si facile de garder les choses ainsi, prétendre que le monde extérieur n'existait pas, qu'ils pourraient juste être eux trois dans ce petit refuge qu'ils avaient créé.
Les filles parlaient déjà de peindre la grange, d'avoir de vrais poulets, de planter plus de fleurs dans le jardin qui commençait à peine à fleurir. Mais avec chaque heure qui passait, les sirènes se rapprochaient. Bientôt, quelqu'un ferait le lien. Les jumelles disparues, le fermier reclus, la propriété isolée. Et puis, le téléphone sonna, faisant sursauter Jean-Luc. Qui appellerait à cette heure? Jean-Luc? C'était Thomas, son vieux voisin, l'air inquiet à l'autre bout du fil. « Il faut que tu saches, les gens parlent en ville, d'enfants chez toi. » Jean-Luc sentit son cœur se glacer. « Quoi? » ?»« Pete, au marché. Il a dit que tu avais acheté des provisions pour un enfant. Et Madame Johnson jure qu'elle a entendu des rires d'enfants venant de chez toi en passant en voiture. Thomas, je... » Écoute, la voix de Thomas baissa à un murmure tendu. Il y a des flics partout, et Antoine Moreau lui-même est dans le coin, offrant une récompense. Si tu sais quoi que ce soit, Jean-Luc... Jean-Luc ferma les yeux fermement. Merci pour l'avertissement, Thomas. Jean-Luc, quoi que tu penses faire, souviens-toi d'Anne-Lise. Pense à ce qu'elle aurait voulu. La mention de sa fille fut comme un coup de poignard. Jean-Luc raccrocha, les mains tremblantes. Anne-Lise. Sa petite Anne-Lise, qui pleurait chaque fois qu'elle voyait un oiseau blessé, qui insistait pour donner ses biscuits aux enfants pauvres à l'école. Quel genre d'exemple lui donnerait-il maintenant, en utilisant deux filles innocentes comme levier dans sa vengeance? Montant silencieusement à l'étage, Jean-Luc s'arrêta à la porte de la chambre d'amis. Camille et Sophie dormaient entrelacées, comme toujours. Sophie serrait toujours le lapin en peluche élimé qu'ils avaient retrouvé dans le grenier, un des derniers jouets d'Anne-Lise que Jean-Luc n'avait pas eu le cœur de jeter. Le clair de lune entrait par la fenêtre, baignant les filles de sa lueur argentée. À ce moment, Jean-Luc vit clairement ce qu'il avait refusé d'admettre. Elles n'étaient pas des extensions d'Antoine Moreau, pas des outils pour la vengeance. Elles étaient juste deux enfants effrayés, cherchant l'amour et l'acceptation, comme Anne-Lise l'avait été, comme tous les enfants devraient l'être. Merde, marmonna Jean-Luc, passant une main sur son visage barbu. Des larmes qu'il avait réprimées pendant si longtemps commencèrent enfin à couler. La décision qu'il avait redoutée se cristallisa dans son cœur. Ce n'était pas vraiment un choix. C'était le seul chemin qu'il pouvait prendre s'il voulait honorer la mémoire de sa famille. Retournant dans sa chambre, Jean-Luc prit le téléphone. Ses doigts tremblaient en composant le numéro qu'il avait mémorisé sur les avis de recherche. « Allô » répondit une voix endormie. « Inspecteur Gauthier ?»« Oui. Qui est à l'appareil » Jean-Luc prit une profonde inspiration. « Mon nom est Jean-Luc Dubois. Et je sais où sont les jumelles, Moreau ?» Le silence à l'autre bout du fil fut assourdissant. « Monsieur Dubois, vous voulez dire ?»« Elles sont ici, à ma ferme. Elles sont en sécurité. Je me suis bien occupé d'elles. Et je vais vous donner l'adresse. Ne bougez pas, ordonna Gauthier, soudainement complètement réveillé. Nous traçons votre appel. Des unités seront dépêchées immédiatement. Monsieur Moreau sera prévenu. Attendez, interrompit Jean-Luc. Est-ce que je peux demander une chose? Quoi? Donnez-moi jusqu'à l'aube, pour préparer les filles. Elles se sont attachées à moi. J'ai besoin d'expliquer. Une pause tendue. Nous avons votre localisation, monsieur Dubois. Si vous essayez quoi que ce soit. Je ne vais pas m'enfuir, promit Jean-Luc. Juste, donnez-moi ces dernières heures avec elle. Un autre silence. Jusqu'à l'aube, consentit finalement Gauthier. Pas une minute de plus. Jean-Luc raccrocha, ayant l'impression de venir de signer sa propre condamnation. Mais c'était la bonne chose à faire. C'était ce qu'Anne-Lise aurait voulu. Les heures qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Jean-Luc les passa assis dans le fauteuil de la chambre d'amis, regardant les jumelles dormir, essayant de mémoriser chaque détail. Comment Sophie plissait le nez dans son sommeil, comment Camille se positionnait inconsciemment de manière protectrice, même en se reposant. Quand les premiers rayons de soleil commencèrent à colorer le ciel en rose, il les réveilla doucement. « Monsieur Jean-Luc » marmonna Sophie, ensommeillée. « C'est déjà l'heure du petit déjeuner ?»« Les filles, commença-t-il, la voix lourde, nous devons parler. »
Camille se redressa immédiatement, ses yeux scrutant le visage de Jean-Luc. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Il faut que vous rentriez chez vous, admit-il. Et ce ne sera pas facile. Mais vous devez être forte maintenant. » Les jumelles s'assirent dans le lit, toujours en pyjama, leur petit visage sérieux alors que Jean-Luc expliquait la situation. Il leur parla de l'appel téléphonique, de la police en route, de la nécessité de rentrer chez elle. « Mais c'est notre maison maintenant » protesta Sophie, des larmes coulant déjà sur son visage. « On ne veut pas partir. »« Vous aviez promis, » accusa Camille, blessée. « Vous aviez promis que vous ne nous renverriez pas. »« Je ne vous renvoie pas, » tenta d'expliquer Jean-Luc, le cœur brisé. « Mais vous avez un père, une vie. »« Un père qui n'est jamais là, » cria Camille, la voix brisée. « Qui ne nous regarde même pas. Et vous, si ?»« Vous faites du chocolat chaud et racontez des histoires, » sanglota Sophie. « Et vous nous laissez aider dans le jardin, » termina Camille. Comme maman le faisait. Jean-Luc les attira dans une étreinte serrée, sentant ses propres larmes tomber sur leur tête blonde. « Parfois, » dit-il doucement, « faire la bonne chose fait très mal. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. On ne veut pas faire la bonne chose, » marmonna Sophie dans sa poitrine. « On veut juste rester avec vous. » Le son des moteurs se rapprocha. « Mes petites guerrières, » dit Jean-Luc, essayant de paraître plus courageux qu'il ne l'était. « Allez, habillez-vous. Vous êtes fortes, souvenez-vous. Vous êtes mes guerrières du jardin. » Les filles hochèrent tristement la tête, des larmes coulant toujours alors qu'elles s'habillaient. Jean-Luc les aida à emballer les quelques affaires qu'elles avaient accumulées ces jours-ci. Leurs dessins, le lapin en peluche, les graines qu'elles avaient mises de côté pour planter. « On peut au moins finir de planter les marguerites ?» demanda Camille d'une petite voix. Avant de partir, Jean-Luc jeta un coup d'œil par la fenêtre. Les véhicules de police étaient déjà visibles sur la route menant à la ferme. « Il n'y a pas le temps, ma chérie. » Sophie s'accrocha à ses jambes. « Promettez que vous ne nous oublierez pas. »« Jamais, » jura Jean-Luc, s'agenouillant à leur niveau. « Vous avez ramené la lumière dans cette vieille maison. Comment pourrais-je l'oublier ?» Les sirènes étaient plus fortes maintenant. Jean-Luc conduisit les filles dans le salon, le cœur lourd comme du plomb. « Monsieur Jean-Luc » demanda Camille en lui tenant la main. « Vous êtes une bonne personne. Comme disait maman, parfois les bonnes personnes ont l'air tristes à l'extérieur, mais elles ont beaucoup d'amour à l'intérieur. »« Oui, » approuva Sophie, prenant son autre main. « Vous allez nous manquer. » Avant que Jean-Luc ne puisse répondre, des phares inondèrent le salon à travers les fenêtres. Des voitures s'arrêtèrent à l'extérieur, des portières claquèrent, des voix autoritaires criant des ordres. « Police ! Sortez les mains en l'air !» Jean-Luc s'agenouilla une dernière fois devant les jumelles. « Souvenez-vous, vous êtes fortes et vous êtes aimées. Quoi qu'il arrive, Jean-Luc Dubois !» La voix de l'inspecteur Gauthier résonna à travers un mégaphone. « Nous savons que vous êtes là. Relâchez les enfants immédiatement. »« C'est l'heure, » dit doucement Jean-Luc. Les jumelles s'accrochèrent à lui fermement, comme si leur amour seul pouvait arrêter l'inévitable. Jean-Luc ouvrit la porte d'entrée, gardant les filles derrière lui de manière protectrice. La première lueur du matin révéla une scène surréaliste. Des voitures de police, des officiers, les armes levées, et au centre de tout cela, une silhouette que Jean-Luc reconnaîtrait n'importe où. Antoine Moreau. « Papa !» cria Sophie, courant en avant que Jean-Luc ne puisse l'arrêter. « Sophie, attends !» Camille la suivit. Jean-Luc regarda, le cœur serré, Antoine Moreau s'agenouiller pour recevoir ses filles. Un instant, le masque de l'homme d'affaires puissant tomba, ne révélant qu'un père étreignant ses enfants perdus. « Mes filles !» murmura Antoine, des larmes visibles sur son visage, habituellement impassible. « J'ai cru que je vous avais perdues aussi. »« Comme maman ?» demanda innocemment Sophie. Antoine les serra plus fort. « Plus jamais, je le promets. » Jean-Luc commença à reculer à l'intérieur, voulant leur laisser de l'intimité, mais la voix de Camille l'arrêta. « Attendez, monsieur Jean-Luc !» Elle revint en courant, lui serrant les jambes une dernière fois. Sophie la suivit rapidement. « Merci, »
murmura Camille, pour tout. Antoine Moreau observa la scène avec une expression complexe. Lentement, il s'approcha, tenant toujours la main de ses filles. « Monsieur Dubois, commença-t-il, la voix plus douce que d'habitude. « Vous n'avez rien à dire, interrompit Jean-Luc. Prenez juste bien soin d'elle. Il a bien pris soin de nous, dit Sophie à son père. Il a fait du chocolat chaud et a réparé la balançoire. Et il nous a laissé planter des fleurs. Renchérit Camille, comme maman le faisait. Quelque chose changea dans le regard d'Antoine, peut-être une compréhension tardive. Il étudia Jean-Luc avec de nouveaux yeux, voyant au-delà du fermier débraillé qu'il avait autrefois méprisé. « Mes filles semblent avoir trouvé un ami en vous, » dit-il lentement. Jean-Luc haussa les épaules, mal à l'aise sous ce regard. « Ce sont des filles spéciales. Elles le sont certainement, » convint Antoine, un sourire sincère adoucissant ses traits. « Et apparemment, elles ont un bon jugement de caractère. » L'inspecteur Gauthier s'avança, menottant Jean-Luc. « Monsieur Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour... »« Non !» cria Sophie. « Il n'a rien fait de mal. »« C'est vrai !» le défendit Camille. « On s'est enfui. Il a juste pris soin de nous. » Antoine leva la main, faisant taire Gauthier. « Inspecteur, je pense que nous pouvons gérer cela différemment. » Il se tourna vers Jean-Luc. « Monsieur Dubois, pourrions-nous parler ? De votre ferme ? De tout ?» Jean-Luc cligna des yeux, surpris. Était-ce une offre de paix ? De rédemption ? Papa, Sophie tira sur la manche du costume coûteux d'Antoine. « On pourra rendre visite à monsieur Jean-Luc parfois, s'il te plaît ?»« Oui, » supplia Camille. « Tu dois voir le jardin quand les fleurs écloront. » Antoine regarda ses filles, puis Jean-Luc, puis la ferme qu'il avait autrefois vue comme un simple obstacle à son expansion. Maintenant, il voyait quelque chose de différent. Un lieu de guérison, où ses enfants avaient trouvé du réconfort quand ils en avaient le plus besoin. « Peut-être, dit-il doucement, que nous pouvons tous apprendre quelque chose, ici. » Les menottes furent retirées des poignets de Jean-Luc. Le soleil était complètement levé maintenant, illuminant le jardin fraîchement planté, où de petites pousses d'espoir commençaient à grandir. Camille et Sophie coururent vers le jardin, appelant les deux hommes, pour voir les graines qu'ils avaient de plantées ensemble. Et là, sous la lumière dorée du matin, de vieilles blessures commencèrent à se cicatriser. Jean-Luc regardait les filles montrer fièrement chaque parterre de fleurs à leur père, expliquant quelles graines elles avaient plantées, leurs plans pour le poulailler, les rêves qu'ils avaient construits en ces quelques jours magiques. « Regarde, papa, une marguerite !» annonça Sophie avec enthousiasme, comme celle que maman faisait pousser. « Et des tournesols là-bas » ajouta Camille. Monsieur Jean-Luc a dit qu'il se tourne toujours vers le soleil, comme les gens qui cherchent l'espoir. Antoine Moreau ajusta sa cravate coûteuse, visiblement ému par les paroles de ses filles. Ses yeux parcoururent le jardin simple mais prometteur, puis se tournèrent vers Jean-Luc. « Monsieur Dubois » commença-t-il, s'éclaircissant la gorge pour cacher l'émotion dans sa voix. Il semble que je vous doive plus que de simples remerciements. Vous n'avez pas seulement protégé mes filles, vous les avez aidées à se connecter avec le souvenir de leur mère. Jean-Luc détourna le regard, mal à l'aise. Ce sont de bonnes gamines. Elles avaient juste besoin de quelqu'un qui avait le temps d'écouter. La remarque ne passa pas inaperçue. Antoine grimaça légèrement, regardant ses filles courir dans le jardin, plus vivantes et heureuses qu'il ne les avait vues depuis longtemps. « Peut-être, dit-il lentement, qu'il est temps de faire quelques changements. Avec l'entreprise, avec ma vie. » Il marqua une pause significative. « Avec cette région. » Jean-Luc parut surpris. « Que voulez-vous dire ? Je veux dire qu'il pourrait y avoir de la place pour différentes formes d'agriculture. La tradition et le progrès, côte à côte. » Antoine tendit la main. « Si vous êtes prêt à en discuter. » Jean-Luc fixa cette main, la même qui avait signé l'arrêt de mort de tant de petites fermes comme la sienne, mais aussi la main d'un père qui, peut-être pour la première fois, commençait à comprendre la vraie valeur des choses. « Papa !» cria Sophie depuis le jardin.
« Viens voir les petits bourgeons qui sortent. »« Monsieur Jean-Luc aussi, » appela Camille. On a promis de ne pas marcher sur les semis. Les deux hommes échangèrent un regard. Des années d'amertume pesaient contre de simples jours d'innocence. Un passé sombre contre un futur possible de rédemption. Jean-Luc prit enfin la main tendue. « Pour le jardin ?» dit-il simplement. « Pour le jardin ?» convint Antoine, un sourire sincère adoucissant son visage. « Et pour les jardinières ?» Les jumelles applaudirent, courant pour serrer les deux hommes dans leurs bras. Et là, dans le jardin renaissant d'une ferme qui avait failli mourir, de vieilles blessures commencèrent lentement à guérir sous le soleil du matin. L'inspecteur Gauthier regardait de loin, un petit sourire sur son visage normalement sérieux. Il fit signe au véhicule de police de se retirer discrètement. Ce n'était plus une scène de crime. C'était le début d'une histoire de guérison. Monsieur Jean-Luc, Sophie tira sur sa manche. « Viendrez-vous nous voir en ville pour nous en apprendre plus sur les jardins ? Et nous raconter des histoires » ajouta Camille avec espoir. Jean-Luc regarda Antoine, qui hocha légèrement la tête. « Ce serait un honneur d'avoir votre expertise, monsieur Dubois. Mes filles et moi avons beaucoup à apprendre. » Jean-Luc sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pas le pardon, pas encore. Mais c'était un début. Comme les minuscules graines dans son jardin, il faudrait du temps, des soins et de la patience pour grandir. « Que diriez-vous de commencer par ces marguerites ?» suggéra-t-il, faisant sourire les jumelles. Et ainsi, alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, 4 personnes marquées par la perte commencèrent à construire quelque chose de nouveau au milieu des parterres de fleurs et des rêves renaissants. Ce n'était pas une fin heureuse, c'était quelque chose de mieux, un nouveau départ. Annelise et Marie, pensa Jean-Luc, seraient fiers. Quelque part, Claire souriait aussi. Et dans le jardin de la vieille ferme, la vie continuait son cycle éternel de fins et de commencements, de douleurs et de guérisons. La vengeance transformée en rédemption par l'amour pur de 2 petites jardinières qui refusaient d'abandonner l'espoir. Une semaine s'était écoulée depuis que les jumelles avaient retrouvé leur père. La ferme, autrefois silencieuse, résonnait maintenant de rires enfantins les week-ends, lorsque Camille et Sophie venaient rendre visite à leur monsieur Jean-Luc et s'occuper du jardin qu'elles avaient commencé ensemble. Ce samedi matin, cependant, portait une tension différente dans l'air. Antoine Moreau avait demandé une réunion privée avec Jean-Luc, et maintenant, les 2 hommes étaient assis dans le bureau poussiéreux de la ferme, des tasses de café refroidissantes entre eux. « Monsieur Dubois, » commença Antoine, contrôlant son ton tout en examinant de vieux dossiers de l'entreprise. « Notre service juridique a trouvé quelque chose de troublant. » Jean-Luc regarda l'homme d'affaires ouvrir sa mallette en cuir italien et en sortir un dossier jauni. Son cœur fit un bond à la vue de l'écriture délicate de Marie sur la couverture, une écriture qu'il connaissait si bien. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, la voix rude. « Des documents de vente de propriété » répondit calmement Antoine. « Signés par Marie Dubois, votre femme. » Le monde sembla basculer autour de Jean-Luc. Impossible. Marie n'a jamais. Elle a vendu 30% des terres de la ferme à Moreau Industries, continua Antoine, étalant les documents sur la table. En secret, environ 6 mois avant l'accident. Jean-Luc prit les papiers avec des mains tremblantes. C'était bien là, la signature inimitable de Marie. Des dates, des montants, une transaction substantielle dont il n'avait jamais eu connaissance. « Pourquoi ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Antoine. Un autre souvenir lui revint en mémoire. 6 mois avant l'accident. Jean-Luc appela Marie depuis le seuil de la grange. « Il faut qu'on parle de la ferme. »« Pas maintenant, ma chérie, » répondit-il, occupé à réparer le tracteur. « Je dois finir ça avant la récolte. »« C'est important, » insista-t-elle. « C'est à propos de l'avenir. »« L'avenir est ici, » l'interrompit Jean-Luc en tapotant le tracteur. « Tant qu'on maintient tout en état de marche. » Marie hésita, se mordant la lèvre comme elle le faisait quand elle était inquiète. « Et si on devait envisager d'autres options ?»« Il n'y a pas d'autres options, »
dit fermement Jean-Luc. « Cette terre est dans ma famille depuis des générations, tu le sais. » Marie hocha lentement la tête, une ombre passant sur ses yeux. « Oui, je le sais. » De retour dans le présent, Jean-Luc fixait les documents, son esprit une tempête d'émotions. « Elle a reçu une somme assez coquette, » commenta doucement Antoine. « Bien au-dessus de la valeur du marché. »« De l'argent » rit amèrement Jean-Luc. « Marie ne s'est jamais souciée de l'argent. Elle aimait cette terre autant que moi. Peut-être, concéda Antoine, qu'elle aimait quelque chose d'encore plus. » Un autre flashback saisit Jean-Luc. 5 mois avant l'accident. Anne-Lise a encore de la fièvre, dit Marie, inquiète en préparant le dîner. Ça passera, répondit Jean-Luc, vérifiant les finances de la ferme. Les chiffres semblaient de plus en plus sombres. Le docteur a suggéré quelques tests, s'aventura Marie. Des tests ? Marie, on a à peine de l'argent pour les semences de la saison prochaine. Et si c'est grave ? Demanda Marie, la voix tremblante. Et si notre fille a besoin ? Elle est forte, la coupa Jean-Luc. Comme tous les Dubois. Elle ira bien. De petits pas les interrompirent. Anne-Lise, pâle et mince, traînant son lapin en peluche. « Maman » appela-t-elle, « j'ai mal à la tête. » De retour au présent, les mains de Jean-Luc tremblèrent davantage. « L'argent, dit-il lentement, n'est jamais apparu sur notre compte. » Antoine hocha la tête. « Parce que Marie a ouvert un compte séparé, pour des tests médicaux, » termina Jean-Luc, des souvenirs angoissants, s'emboîtant comme les pièces d'un puzzle. Anne-Lise était plus malade que je ne voulais l'admettre. Le son de rire flotta de l'extérieur. Camille et Sophie jouaient sous la surveillance de Lisette. Jean-Luc se leva, traversant jusqu'à la fenêtre pour les regarder. « Elle a essayé de me le dire, » murmura-t-il. Tant de fois. 4 mois avant l'accident. Jean-Luc, Marie le trouva dans la grange, tard dans la nuit. « Il faut être pragmatique. La ferme nous vide de tout notre argent. Et Anne-Lise ? La ferme est notre héritage, explosa Jean-Luc. C'est l'avenir d'Anne-Lise. Quel avenir ? Demanda doucement Marie, si elle n'est pas en assez bonne santé pour en profiter. Jean-Luc se tourna vers Antoine, qui le regardait avec une expression complexe. Pourquoi me montrer ça maintenant ? Demanda Jean-Luc. Parce que, répondit Antoine, nous avons aussi trouvé ça. Il fit glisser une enveloppe jaunie sur la table. Jean-Luc la reconnut instantanément. Le papier à lettres spécial de Marie, avec de minuscules fleurs sur les bords. L'enveloppe était adressée à lui, scellée avec la cire violette qu'elle réservait aux occasions spéciales. Avec des doigts tremblants, Jean-Luc brisa le sceau. « Mon cher Jean-Luc, si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. J'avais l'intention de tout te dire en face, de t'expliquer mes choix, de te supplier de me pardonner. Mais le temps presse, et Anne-Lise a besoin de nous plus que jamais. Pardonne-moi d'avoir vendu une partie de la terre sans ton accord. Je sais que cela doit te sembler une trahison impardonnable, mais une mère fait ce qu'elle doit faire pour sauver son enfant. Les médecins ont trouvé quelque chose dans les derniers examens, quelque chose qui nécessite un traitement immédiat. L'argent de la vente est sur un compte spécial. Tout est documenté avec cette lettre. Je sais que tu me détesteras pour ça, que tu y verras une faiblesse ou un abandon. Mais parfois, mon amour, nous devons perdre quelque chose pour sauver quelque chose d'encore plus précieux. Anne-Lise a besoin de soins spécialisés. La ferme peut attendre. Notre amour peut surmonter ça. Pardonne-moi d'avoir pris cette décision seule. Pardonne-moi de... » La lettre se terminait brusquement. Jean-Luc la fixa, des larmes brouillant sa vision. « L'accident est arrivé le lendemain, » dit doucement Antoine. « Ils étaient en route pour l'hôpital, pour les tests, » répondit Jean-Luc, la voix brisée. Le spécialiste à Paris. « Monsieur Jean-Luc !» La voix de Sophie interrompit, de petits points frappant à la porte du bureau. « Regardez, la première marguerite a éclos, vous devez voir. »« Oui, » ajouta Camille. Elle est exactement comme sur les photos de votre femme dans son jardin. Jean-Luc et Antoine échangèrent un regard avant d'ouvrir la porte. Les jumelles firent irruption comme un tourbillon d'énergie, portant soigneusement une petite marguerite blanche. « N'est-ce pas magnifique ?» demanda Sophie en tendant la fleur.
La plus belle, convint Jean-Luc, la voix étranglée par l'émotion. Camille, toujours plus perspicace, remarqua ses larmes. « Monsieur Jean-Luc, vous êtes triste ?»« Parfois, » répondit-il doucement, « on est triste quand on se souvient des gens qu'on a beaucoup aimés. »« Comme quand maman nous manque ?» demanda innocemment Sophie. « Oui, » sourit tristement Jean-Luc, « exactement comme ça. » Antoine observa l'interaction, les yeux humides. « Les filles, dit-il doucement, et si on montrait à monsieur Jean-Luc la surprise qu'on a apportée ?» Les jumelles s'illuminèrent instantanément. « Oui, » s'exclama Sophie, « venez, monsieur Jean-Luc. » Elles le conduisirent à l'extérieur, vers une camionnette garée dans la cour. Lisette, la nounou, ouvrit les portes arrière pour révéler des dizaines de plants de fleurs dans de petits pots. « C'est tout pour votre jardin, » annonça fièrement Camille. « Papa a aidé à les choisir, » ajouta Sophie. « Il a dit que les jardins ont besoin de beaucoup d'amour pour pousser. » Jean-Luc regarda Antoine, qui les avait suivis dehors. « J'ai pensé, » dit doucement l'homme d'affaires, « qu'il était peut-être temps pour de nouveaux commencements. »« Monsieur Jean-Luc » Camille tira sur sa manche. « On a aussi apporté ça. » Elle tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos. Marie et Annelise dans le jardin, souriant parmi les fleurs. Des photos que Jean-Luc avait enfermées après l'accident, incapable de les regarder. « On les a trouvées dans l'album de maman, » expliqua Sophie. Elle gardait aussi des photos de jardin. « Claire a toujours admiré les petites fermes, » dit doucement Antoine. Elle disait que c'était le cœur de la terre. Jean-Luc tenait soigneusement les photos, contemplant le sourire de Marie, celui qui disait toujours qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Elle essayait de nous sauver, » murmura-t-il. « De sauver Annelise, de tout sauver. »« Et maintenant ?» demanda Camille en lui prenant la main. « Êtes-vous toujours en colère contre elle ?» Jean-Luc s'agenouilla près des filles, des larmes coulant enfin librement. « Non, » répondit-il honnêtement. « Maintenant je comprends. » Sophie le serra impulsivement dans ses bras. « Quand je suis triste, dit-elle, les câlins aident. » Camille se joignit à l'étreinte, et les jardins aussi. Antoine s'éclaircit la gorge, ému. « Monsieur Dubois, Jean-Luc, peut-être que nous pouvons honorer leur mémoire d'une manière différente. » Jean-Luc leva les yeux, serrant toujours les jumelles dans ses bras. « Comment ? Moreau Industries a les ressources, l'expertise. Votre ferme a une âme, une histoire. » Antoine marqua une pause significative. « Peut-être qu'il est temps pour un vrai partenariat. Pas une OPA hostile comme je l'avais autrefois prévu, mais une collaboration authentique. » Les jumelles applaudirent, sautant avec enthousiasme. « On peut t'aider !» s'exclama Sophie. « Oui, dans le jardin expérimental !» ajouta Camille. Jean-Luc se leva lentement, regardant autour de lui la ferme qu'il aimait, les fleurs qui commençaient à germer, les deux filles qui avaient fait fondre son cœur gelé, et l'homme qu'il avait longtemps blâmé pour son malheur, lui offrant maintenant une chance de rédemption. Marie avait essayé de les sauver, même si cela signifiait sacrifier une partie de leur monde. Maintenant, par un coup du sort, deux autres petites filles avaient achevé sa mission, apportant la guérison là où il n'y avait eu que de la douleur, la croissance là où il y avait eu de la décomposition. « Un partenariat », répéta-t-il en tendant la main à Antoine. L'homme d'affaires la prit fermement. « Pour l'avenir et pour le jardin. »« Pour le jardin !» crièrent les jumelles à l'unisson. Jean-Luc sourit à travers ses larmes, sentant comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. Quelque part, il savait que Marie souriait aussi. Les filles couraient déjà pour décharger les nouveaux plants. Lisette les suivit avec un doux sourire, portant des arrosoirs et des outils de jardinage. « Elles sont vraiment spéciales », remarqua Antoine, regardant ses filles. Tout comme Claire l'était. Elle voit la beauté là où d'autres ne voient que les affaires. Comme Marie, convint doucement Jean-Luc. Elle a toujours su ce qui comptait vraiment. Les deux hommes se dirigèrent vers le jardin, où les jumelles étaient déjà au travail, leur rire résonnant à travers la propriété, comme une musique.
Le soleil du matin brillait sur les fleurs fraîchement plantées, promettant croissance et renouveau. Dans sa poche, Jean-Luc serrait toujours la lettre inachevée de Marie. Mais maintenant, au lieu de la douleur, il ressentait de la gratitude. Pour son amour, son courage, sa vision qui allait au-delà de la simple terre. « Monsieur Jean-Luc » appela Sophie. « Venez voir où on va planter les tournesols. » Il se tourne toujours vers le soleil, expliqua Camille à son père, comme les gens qui cherchent l'espoir. Jean-Luc et Antoine partagèrent un sourire entendu. Parfois, pensa Jean-Luc, les enfants doivent nous enseigner les vérités les plus simples et les plus profondes. Et là, dans le jardin renaissant d'une ferme qui avait failli mourir, de vieilles blessures commencèrent enfin à guérir sous le soleil du matin, arrosées par l'amour pur de deux petites jardinières qui, sans le savoir, avaient achevé la mission de guérison que Marie avait commencée il y a si longtemps. L'aube avait à peine pointé que Jean-Luc fouillait déjà le grenier de la ferme. La lettre inachevée de Marie avait réveillé quelque chose en lui, un besoin désespéré de comprendre, de trouver les pièces manquantes du puzzle entourant sa perte. Des boîtes poussiéreuses révélaient des fragments de sa vie antérieure, photos de mariage, cahiers d'école d'Anne-Lise, vieilles factures soigneusement organisées par la main méticuleuse de Marie. Chaque objet contenait un souvenir, chaque souvenir une autre couche de compréhension. « Monsieur Jean-Luc » La voix de Camille le surprit. Il n'avait pas réalisé que les jumelles étaient déjà arrivées avec Antoine pour leur visite du week-end. « Ici » répondit-il, la voix rauque de poussière et d'émotion réprimée. De petits pas montèrent les escaliers du grenier. Camille et Sophie apparurent à l'entrée, les yeux écarquillés devant le chaos organisé que Jean-Luc avait créé. « Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses ?» demanda Sophie en ramassant une photo encadrée. « Des souvenirs, » répondit doucement Jean-Luc, « de gens que j'ai beaucoup aimés. C'est votre femme ?» montra Camille en direction de Marie sur une photo de mariage. Elle était si jolie. Elle l'était, sourit tristement Jean-Luc. À l'intérieur et à l'extérieur. Comme notre maman, dit Sophie en s'installant près d'une boîte. Papa dit que les gens qui sont beaux à l'intérieur ne meurent jamais vraiment. Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Votre père a dit ça ? Il pleure parfois, confia Camille à voix basse, quand il pense qu'on ne le voit pas. Le bruit de pas plus lourds sur les escaliers signala l'arrivée d'Antoine. Il se tenait à l'entrée du grenier, semblant déplacé au milieu des reliques poussiéreuses d'une vie plus simple. « Je me doutais que je vous trouverais ici, » dit-il, après tout ce que nous avons découvert hier. « Regarde » interrompit Sophie, tendant un petit livre. Un journal intime. Jean-Luc prit le carnet relié en cuir, sa couverture usée, ses pages jaunies. Le journal de Marie. Avec des mains tremblantes, il l'ouvrit à la dernière entrée. 15 mai. J'ai rangé les documents de la vente dans le double fond de la vieille commode. L'argent est en sécurité sur le compte spécial. Tout est documenté pour que Jean-Luc le trouve. Je sais qu'il me détestera au début, mais une fois qu'il comprendra pourquoi. Anne-Lise a empiré aujourd'hui. La fièvre ne baisse pas. Le spécialiste à Paris est notre dernier espoir. Jean-Luc est un homme bon, mais parfois, son amour pour la terre l'aveugle à d'autres formes d'amour. J'espère qu'il pourra un jour comprendre que vendre une partie de la ferme n'était pas un abandon, c'était se battre d'une manière différente. Demain, nous allons à l'hôpital. Après ça, je lui dirai tout, en priant qu'il puisse pardonner. L'entrée s'arrêtait là, le jour de l'accident. « La vieille commode » murmura Jean-Luc. « Elle est toujours dans la chambre principale. Voulez-vous que je... » commença Antoine, mais Jean-Luc se dirigeait déjà vers les escaliers, les jumelles et Antoine sur ses talons. La chambre principale, fermée depuis la mort de Marie, avait encore le faible parfum de sa lavande. La commode antique dominait un mur, une belle pièce ayant appartenu à la grand-mère de Marie. Avec des mains expertes, Jean-Luc commença à examiner l'arrière, cherchant « ici ». Il trouva le minuscule levier caché. Le double fond s'ouvrit avec un léger clic. À l'intérieur se trouvait un dossier de documents, plus de paperasse de la vente, des relevés bancaires et un livret d'épargne. Une autre enveloppe scellée y reposait.
Pour Jean-Luc, quand tu trouveras l'argent. » Cette fois, la lettre était complète. « Mon amour, si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé les papiers de la vente et l'argent. Cela signifie aussi que je ne suis probablement pas là pour t'expliquer en personne. Tous les fonds sont sur le compte spécial, 850 000 € au total. Je sais que cela semble une trahison de vendre une partie de notre terre sans ton accord, mais Annelise a besoin de nous plus que jamais. Les médecins ont trouvé quelque chose dans ces derniers examens, quelque chose qui nécessite un traitement spécialisé immédiat à Paris. Le docteur Matthews est le meilleur neuropédiatre du pays. Je sais que tu dirais qu'on peut trouver autre chose, que la terre est notre héritage. Mais quel héritage avons-nous si nous perdons notre fille ? Je n'ai vendu que la section la plus éloignée de la propriété, celle que nous avons à peine les moyens d'entretenir. Moreau Industries a fait une offre juste, bien au-dessus du marché. Antoine Moreau peut être beaucoup de choses, mais il connaît les affaires. Et plus important, il comprend la perte. Il a perdu sa femme de la même maladie qui menace notre Annelise maintenant. Oui, mon amour. Claire Moreau est décédée d'une tumeur au cerveau il y a 2 ans, du même type que les médecins suspectent chez notre petite. C'est pourquoi j'ai choisi son entreprise. C'est pourquoi je lui ai fait confiance pour comprendre l'urgence, le besoin d'agir rapidement et discrètement. L'argent attend. Les médecins sont prêts. J'ai seulement besoin que tu comprennes et que tu me pardonnes. Parfois, nous devons laisser partir quelque chose que nous aimons pour sauver quelque chose que nous aimons encore plus. Avec tout mon amour, Marie. PS. Si quelque chose tourne mal, si je ne suis pas là pour t'expliquer en personne, sache que chaque décision que j'ai prise était par amour. Amour pour toi, amour pour Annelise, amour pour la vie que nous avons construite ensemble. Jean-Luc laissa tomber la lettre, ses jambes flageolant. Antoine le retint avant qu'il ne s'effondre, le guidant vers le lit. « Vous saviez » demanda Jean-Luc, sa voix à peine un murmure. Antoine hocha lentement la tête. « À propos de Claire, oui, c'était horrible de la voir s'éteindre. Les jumelles étaient si petites. C'est pour ça que le prix était au-dessus du marché. Marie m'a contacté directement, expliqua Antoine. Elle a montré les dossiers médicaux d'Annelise, a expliqué la situation. Comme elle l'a dit, j'ai compris l'urgence. » Les jumelles, inhabituellement silencieuses, se rapprochèrent de Jean-Luc. « Parfois, dit sagement Camille, les gens font des choses qui ont l'air mal pour de très bonnes raisons. Comme quand on s'est enfui, ajouta Sophie. Ça semblait mal, mais ça nous a amenés à vous, termina Camille. Jean-Luc serra les filles dans ses bras, laissant les larmes couler enfin librement. Elle essayait de sauver notre fille, murmura-t-il. Et j'étais si aveugle. Il n'est pas trop tard, dit doucement Antoine. Quand Jean-Luc le regarda, confus, il continua. Pour honorer son plan, pour sauver la ferme. Comment ? Un vrai partenariat, expliqua Antoine en s'asseyant à côté de lui sur le lit. Pas l'OPA hostile que j'avais autrefois envisagé, mais une véritable collaboration. Votre savoir-faire, mes ressources. Nous pouvons transformer cet endroit en un modèle d'agriculture durable. Les jumelles applaudirent avec enthousiasme. « Et on pourra aider » s'exclama Sophie. « Oui, dans le jardin expérimental » renchérit Camille. Jean-Luc regarda autour de la pièce, les affaires de Marie, les photos sur les murs, ces 2 filles qui avaient ramené la lumière dans sa vie, cet homme qu'il considérait autrefois comme un ennemi, lui offrant maintenant une chance de rédemption. Marie voulait tout sauver, dit-il lentement. Annelise, la ferme, notre famille. Elle le peut encore, répondit Antoine, à travers un héritage différent. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit dans la communauté. L'histoire de Marie, son courage, son sacrifice, sa vision, touchèrent les cœurs et changèrent les perspectives. Thomas, le vieux voisin, fut le premier à se présenter avec des outils, offrant son aide pour restaurer la grange. D'autres suivirent, des agriculteurs locaux apportant des semences, des connaissances, de la solidarité. Moreau Industries, désormais sous la nouvelle direction d'Antoine, commença à adopter des pratiques plus durables.
La ferme de Jean-Luc devint un site d'essai pour des techniques hybrides, combinant le meilleur de l'agriculture traditionnelle avec la technologie moderne. Les jumelles venaient chaque week-end, remplissant la propriété de leurs rires et de leurs idées. Le jardin expérimental prospéra sous leurs soins enthousiastes, un symbole vivant de renouveau et d'espoir. « Regardez, monsieur Jean-Luc » appela Sophie un dimanche après-midi. « Les marguerites qu'on a plantées sont énormes, plus grandes que celles du jardin de la ville » ajouta fièrement Camille. Jean-Luc regardait les filles courir parmi les fleurs, Antoine à ses côtés sur le porche. « Elles sont un pont, n'est-ce pas ?» commenta Jean-Luc. « Entre le passé et le futur, entre nous. » Antoine sourit, regardant ses filles, tout comme nos femmes l'auraient voulu. Dans la poche de sa chemise, Jean-Luc portait les lettres de Marie, non plus un fardeau de culpabilité, mais un rappel d'amour et de sacrifice. La douleur était toujours là, et le serait probablement toujours. Mais maintenant, il y avait aussi la compréhension, le pardon et surtout l'espoir. « Monsieur Jean-Luc » appela Camille. « Venez vite, il y a un nid d'oiseaux dans le pommier, et les œufs sont sur le point d'éclore » ajouta Sophie avec enthousiasme. Jean-Luc et Antoine échangèrent un regard avant de rejoindre les filles. La vie, comme les saisons à la ferme, continuait son cycle éternel de mort et de renaissance. Quelque part, Jean-Luc savait que Marie et Claire souriaient, leur choix, leur sacrifice, leur amour, enfin compris et honoré à travers leurs enfants, et ce nouveau partenariat, né d'une douleur partagée. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Les jumelles couraient encore dans le jardin, leur rire résonnant comme une musique à travers la propriété. Antoine tapait des notes sur sa tablette, planifiant la prochaine série d'améliorations. Et Jean-Luc, debout au milieu des parterres de fleurs, se sentait enfin en paix. L'argent de la vente, toujours intact sur le compte spécial, serait utilisé comme Marie l'avait prévu. Non pas pour sauver Annelise, qui était déjà hors de portée, mais pour préserver son héritage d'une autre manière. La ferme Dubois-Moreau, comme l'indiquaient les nouveaux panneaux, deviendrait un centre de recherche et d'éducation agricole, un lieu où tradition et progrès pourraient coexister, où des enfants comme Camille et Sophie pourraient apprendre la terre, la croissance, l'amour sous toutes ses formes. Monsieur Jean-Luc, Sophie tira sur sa manche. « Racontez-nous encore cette histoire, celle de votre femme et du jardin magique. » Jean-Luc sourit, s'asseyant sur le banc que lui et Antoine avaient construit ensemble le week-end précédent. « Il était une fois, commença-t-il, alors que les jumelles s'installaient à côté de lui, une femme qui croyait que l'amour était comme un jardin. Parfois, il faut tailler quelques parties pour que d'autres puissent s'épanouir. » Antoine les rejoignit, écoutant l'histoire qu'il connaissait déjà par cœur. Et là, sous le ciel du soir, 4 cœurs marqués par la perte continuaient leur propre processus de floraison, nourris par l'amour que Marie avait planté il y a si longtemps. La ferme Dubois-Moreau brillait sous le soleil de printemps, méconnaissable par rapport à 1 an auparavant. Là où se dressaient autrefois des clôtures brisées et des champs abandonnés, des fleurs sauvages se balançaient maintenant dans la brise entre des rangées de cultures disposées en motifs géométriques précis, l'agriculture traditionnelle et moderne vivant en harmonie. Jean-Luc observait l'agitation depuis le porche restauré, une tasse de café fumante à la main. Un groupe d'étudiants universitaires suivait Thomas, son ancien voisin et maintenant responsable pédagogique, apprenant les techniques d'agriculture durable. Dans les champs expérimentaux, des spécialistes de Moreau Industries testaient de nouvelles variétés de semences développées pour les petits producteurs. « Monsieur Jean-Luc, monsieur Jean-Luc !» Le son familier des voix des jumelles le fit sourire avant même de les voir. Camille et Sophie arrivèrent en courant sur le chemin de pierre qu'elles avaient aidé à construire elles-mêmes, leurs tresses dorées rebondissant au vent. « Devinez quoi ?» s'exclama Sophie en bondissant sur le porche. « On a gagné la première place à la foire des sciences !» termina Camille, brandissant un trophée doré. « Avec notre projet sur le jardin expérimental !» ajouta Sophie. Jean-Luc posa sa tasse et ouvrit les bras,
s'attendant à la double étreinte. « Mes petites scientifiques, je savais que vous y arriveriez. » La maîtresse a dit qu'elle n'avait jamais vu un projet aussi complet, dit fièrement Camille. « Oui, on a tout expliqué sur l'agriculture durable et comment combiner les anciennes méthodes avec les nouvelles technologies, élabora Sophie. « Exactement comme la ferme Dubois-Moreau, ajouta une voix grave depuis le bas des marches. Antoine Moreau monta sur le porche, portant une boîte mystérieuse. Son costume italien coûteux semblait maintenant parfaitement à sa place dans ce cadre rural, tout comme son sourire, plus fréquent et sincère ces derniers mois. « Papa !» Les jumelles coururent l'embrasser. « Je suis venu plus tôt aujourd'hui. »« Bien sûr que si, » sourit Antoine. « Je ne pouvais pas manquer la cérémonie d'aujourd'hui. » Jean-Luc sentit son cœur battre un peu plus vite. La cérémonie. Après un an de transformation, le moment qu'il redoutait et attendait avec impatience était arrivé. « J'ai apporté quelque chose de spécial », continua Antoine en posant la boîte sur la table du porche. Nous l'avons trouvée dans les vieilles archives de l'entreprise. À l'intérieur de la boîte se trouvaient des photographies, des dizaines d'entre elles. De vieilles photos de la ferme, dans sa gloire d'antan, lorsque la famille Dubois s'y était installée pour la première fois. Des photos plus récentes aussi, montrant Marie dans son jardin, Annelise sur la balançoire, des moments capturés d'une vie qui semblait si lointaine maintenant. « Comment ?» commença Jean-Luc, la voix épaisse d'émotion. Marie a envoyé des copies de toutes les photos importantes avec les documents de vente, expliqua doucement Antoine. Elle voulait s'assurer que l'histoire de la ferme serait préservée, même si tout changeait, termina Jean-Luc, passant un doigt sur une photo en particulier. Marie et Annelise plantant des marguerites, des sourires identiques, rayonnant sous le soleil d'été. « Regardez !» Camille et Sophie montrèrent l'une des photos. Le jardin ressemblait exactement à celui que nous avons fait. « C'est parce que nous avons suivi le croquis de Marie, » dit Camille. « Vous vous souvenez, celui que nous avons trouvé dans son journal ?» Jean-Luc sourit à travers les larmes qui menaçaient de couler. Le journal de Marie était devenu un guide sacré pour les jumelles, qui insistaient pour recréer chaque détail du jardin original, avec quelques améliorations modernes, comme Camille aimait à le dire. « C'est presque l'heure, » rappela doucement Antoine. « Les gens arrivent déjà. » En effet, des voitures commençaient à se garer à l'entrée de la ferme. Toute la communauté s'était rassemblée pour ce jour, l'ouverture officielle du Centre de recherche et d'éducation agricole Dubois-Moreau et l'inauguration du jardin mémorial Marie Dubois. « Allez, monsieur Jean-Luc !» Sophie tira sur sa main. « On doit se préparer. »« Oui, on a une surprise spéciale !» ajouta Camille avec un sourire mystérieux. 1 heure plus tard, la ferme était en pleine effervescence. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le grand champ derrière la maison. Agriculteurs locaux, cadres de Moreau Industries, étudiants, professeurs, des familles entières qui avaient été touchées par la transformation de la ferme. Une petite scène avait été installée près du jardin mémorial. Jean-Luc monta les marches sur des jambes tremblantes, Antoine à ses côtés pour le soutenir. Les jumelles, vêtues de robes à fleurs assorties, attendaient sur scène avec des sourires radieux. « Bonjour à tous », commença Antoine au micro. Il y a 1 an, cette ferme était un symbole de conflit entre tradition et progrès, entre passé et futur. Aujourd'hui, elle représente autre chose, la possibilité d'unité, de compréhension et de croissance partagée. Il marqua une pause, regardant Jean-Luc avec respect. Mais cette transformation n'a pas commencé avec nous. Elle a commencé il y a des années avec une femme qui a eu le courage de voir au-delà des divisions. Elle a compris que parfois, nous devons perdre quelque chose pour gagner quelque chose de plus grand. Jean-Luc s'avança, la voix rauque d'émotion. Marie Dubois était plus que ma femme. C'était une visionnaire. Elle a vu ce que je ne pouvais pas voir, qu'une ferme n'est pas seulement une question de terre et de culture, mais de connexion, d'apprentissage et de vie sous toutes ses formes. Les jumelles s'avancèrent, chacune saisissant un côté d'une plaque recouverte. « Et maintenant, » annonça Camille dans le micro, « notre surprise. » D'un geste théâtral, elles retirèrent le tissu, révélant une plaque de bronze magnifiquement ouvragée.
Jardin mémorial, Marie Dubois. Là où l'amour et la terre se rencontrent, les fleurs s'épanouissent toujours. En dessous de la plaque, une mosaïque délicate représentait Marie et Annelise dans leur jardin, recréée à partir de la photo préférée de Jean-Luc. « C'est nous qui l'avons dessinée », expliqua fièrement Sophie. « Et les artistes de la ville nous ont aidés à la faire », ajouta Camille. Jean-Luc toucha la mosaïque avec des doigts tremblants, ayant l'impression que Marie était là, souriant à travers l'œuvre d'art. « Ce jardin, dit-il au micro, sera plus qu'un mémorial. Ce sera un laboratoire vivant où les enfants apprendront la terre, où les chercheurs développeront des méthodes d'agriculture durable, où les familles pourront se reconnecter avec la nature et les uns avec les autres. » Antoine reprit le micro. « La ferme Dubois-Moreau est fière d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, nous offrirons des bourses annuelles pour les jeunes agriculteurs. Le Fonds Marie Dubois soutiendra ceux qui, comme elle, rêvent d'un avenir où tradition et innovation marchent main dans la main. » Les jumelles coururent serrer Jean-Luc dans leurs bras quand il s'éloigna du micro, laissant ses larmes couler ouvertement enfin. « Ne pleurez pas, monsieur Jean-Luc, » le réconforta Sophie. « Marie est heureuse. Regardez combien de fleurs ont éclos aujourd'hui. » C'était vrai. Le jardin mémorial éclatait de couleurs, comme si la nature elle-même célébrait ce moment. La cérémonie se poursuivit avec des discours de la communauté, des présentations des premiers résultats de recherche et des plans pour l'avenir. Mais Jean-Luc entendait à peine, perdu dans ses propres réflexions. Il y a 1 an, il était un homme brisé, consumé par l'amertume et les pensées de vengeance. Aujourd'hui, Monsieur Jean-Luc le poussa doucement Camille. C'est l'heure de planter l'arbre spécial. C'est vrai? La dernière partie de la cérémonie. Au centre du jardin mémorial, un espace avait été préparé. Les jumelles y conduisirent Jean-Luc, où un jeune pommier attendait d'être planté. Parce qu'Annelise aimait les pommes, expliqua Sophie à la foule. Et parce que les arbres sont comme des familles, ajouta Camille. Ils deviennent forts quand ils ont de bonnes racines. Jean-Luc, Antoine et les jumelles travaillèrent ensemble pour planter l'arbre, un moment symbolique d'unité entre le passé et le futur, entre 2 familles autrefois divisées par la tragédie et l'incompréhension. Quand la dernière pelletée de terre fut placée, le soleil commençait à se coucher, baignant le jardin de lumière dorée. La foule commença à se disperser, mais les 4 restèrent, contemplant leur travail. « Vous savez ce qui serait bien ?» demanda rêveusement Sophie. « Si on habitait plus près !»« Oui, » approuva Camille avec enthousiasme. « On pourrait venir ici tous les jours, pas seulement les week-ends. » Antoine et Jean-Luc échangèrent un regard surpris. « Eh bien, » s'éclaircit la gorge Antoine, « il se trouve que la grande maison à l'entrée de la ferme est à vendre. »« L'ancienne maison de Thomas ?» demanda Jean-Luc. « Ce serait pratique, » continua Antoine, pour superviser les projets de plus près. Les jumelles se mirent à sauter de joie. « S'il te plaît, papa. »« S'il te plaît, monsieur Jean-Luc ?» Jean-Luc jeta un coup d'œil au jardin florissant, à la ferme revitalisée, aux 2 filles qui avaient changé sa vie et à l'homme qui était passé d'ennemi à ami. « Vous savez, dit-il lentement, Marie disait toujours que les jardins poussent mieux avec plus de gens pour s'en occuper. » Antoine sourit, tendant la main. « Partenaire ?»« Famille », corrigea Jean-Luc en prenant la main tendue. Les jumelles applaudirent, courant pour serrer les 2 hommes dans leurs bras. Et là, dans le jardin que Marie avait imaginé, sous le jeune pommier destiné à devenir fort et fructueux, 4 cœurs blessés par la perte continuaient à guérir, unis par un amour qui transcendait le temps, la tragédie et les malentendus. Le soleil se coucha enfin, mais personne ne bougea pour partir. Les premières étoiles commencèrent à apparaître, et une douce brise transportait le parfum des fleurs. Marguerite, rose, tournesol, toutes les préférées de Marie. « Regardez !» Sophie montra une luciole dansant parmi les fleurs. Bientôt, d'autres se joignirent, créant une danse lumineuse dans le jardin crépusculaire. « On dirait de la magie », murmura Camille. « C'est de la magie, » répondit doucement Jean-Luc. «
la magie de l'amour, de la guérison et des nouveaux départs. Antoine passa un bras autour des épaules de ses filles. Et des familles qu'on trouve dans les endroits les plus inattendus. Les jumelles sourirent, leurs visages illuminés par la lueur dorée du coucher de soleil et la promesse d'une nouvelle aube. Quelque part, Jean-Luc savait que Marie souriait aussi. Son dernier cadeau, son sacrifice ultime, s'était enfin épanoui en quelque chose de plus beau qu'elle n'aurait pu l'imaginer. La ferme du Bois-Moreau n'était plus seulement une propriété rurale. C'était un témoignage vivant que l'amour, comme les graines que Marie avait aimé planter, peut pousser même dans le sol le plus improbable, transformant la douleur en beauté, la perte en gain, la fin en un nouveau commencement. L'avenir s'étendait devant eux comme un jardin de printemps, plein de possibilités, de couleurs et de vie. Et pour la première fois depuis longtemps, Jean-Luc avait hâte de voir ce que chaque nouveau jour apporterait.